Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième cours de philosophie générale consacré à la notion de temps. Nous allons à présent faire évoluer notre réflexion sur cette notion autour du temps vécu et de la durée, et nous allons pour cela développer la conception du temps de Bergson. On a vu la dernière fois avec Kant, qui a marqué un tournant décisif dans notre manière de penser le temps, que le temps n'avait pas de réalité en soi, dans la mesure où il n'était pas une substance, mais une forme de la connaissance. On a ainsi démontré l'erreur que Newton aurait faite en pensant le temps soit comme quelque chose de complètement relatif en tant que mesure s'appliquant aux choses observées et à leur mouvement, soit comme une durée universelle s'appliquant à l'entièreté de l'univers. En effet, le temps n'existe qu'en tant qu'il est ce à travers quoi nous prenons conscience de la succession, succession de nos états internes, nos affects, nos états de conscience passagers, tout notre vécu psycho-affectif, et comme mesure relative aux observations que nous pouvons faire au sein même de l'espace par rapport au contraste entre ce qui demeure et ce qui y change. On a vu notamment que le temps était ce qui rendait possible a priori tout changement, puisque s'il n'y avait pas de temps, tout se succéderait sans permanence, ou tout demeurerait figé sans qu'il y ait de changement. La question que cette conception kantienne du temps nous amenait à nous poser était la suivante. Si le temps est avant tout la forme de notre vécu interne, comment expliquer que l'on puisse en faire une mesure mathématique s'appliquant aux choses observées extérieurement? Peut-on considérer le temps vécu constitutif de notre expérience de la vie qui est en nous, de la même manière que le temps dit physique ou mathématique qui repose sur des observations et des régularités entre différents mouvements à l'œuvre dans le réel? Plus précisément, on a vu que le mérite de la conception kantienne du temps était de dissocier le temps du point de vue du vécu affectif et le temps dit mathématique qui s'applique à la mesure du mouvement présent entre des phénomènes observables, mais qu'il y avait peut-être une erreur ou une confusion dans le fait de considérer le temps dit mathématique ou scientifique comme le temps dans la mesure où il fait intervenir l'espace. En effet, si comme le dit Kant, le temps est la forme du sens interne, et s'il est avant tout lié à la succession de nos états psycho-affectifs, comment peut-on considérer qu'il puisse être mesurable et faire l'objet de mesures lorsque l'on observe certaines régularités qui vont donner lieu à des secondes, des minutes, des heures, etc. Comme je l'avais dit dans ma toute première vidéo sur le temps qui portait sur Héraclite, c'est une erreur de définir le temps comme un lieu ou de chercher à le représenter comme s'il s'agissait d'un espace ou d'une représentation que l'on peut localiser, car en faisant ça, on détruit complètement ce qui fait la spécificité du temps et on le confond, on le mélange avec l'espace. C'est précisément tout le sens de la critique que Bergson fait, un siècle et demi plus tard environ, après Kant, de la théorie kantienne du temps, et il le fait en faisant valoir la durée face au temps dit physique ou mathématique. Pour aborder ce point de vue, alors je tiens à préciser que j'ai fait vraiment mon maximum pour que ça reste clair, hein, parce que la théorie du temps chez Bergson, à comprendre dans le détail, elle est absolument horrible. Donc pour aborder ce point de vue, je vais m'appuyer essentiellement sur deux ouvrages. La pensée, le mouvant et surtout son essai sur les données immédiates de la conscience, qui est d'après moi son classique absolu, et puis c'est aussi là qu'il développe le mieux cette fameuse conception du temps. Donc dès les premières pages de son ouvrage La pensée, le mouvant, que j'ai choisi parce qu'elles elles permettent vraiment de bien introduire la conception bergsonienne du temps en commencement de notre analyse, Bergson nous dit la chose suivante, en précisant l'objet de son travail, je cite, « Couramment, quand nous parlons du temps, nous pensons à la mesure de la durée, et non pas à la durée même. Mais cette durée, que la science élimine, qu'il est difficile de concevoir et d'exprimer, on la sent et on la vit.
Si nous cherchions ce qu'elle est. Fin de citation. Cette phrase résume assez bien, je trouve, la conception du temps de Bergson dans la mesure où celui-ci distingue bien la mesure de la durée, qui est le temps physique ou mathématique, de la durée même, physique dans la mesure où il est lié à un mouvement qui a lieu dans l'espace, et mathématique dans la mesure où ce mouvement se nombre à partir de mesures, secondes, minutes, heures, etc. Pour le dire autrement et de façon très simple et concrète avec des exemples, parce qu'en surface, la théorie de Bergson est très simple et concrète pour le coup. Si on rentre dans le détail, c'est pas simple du tout, c'est abominablement compliqué, mais en surface, c'est très simple. Il y a d'un côté le temps comme mesure qui est constitué d'unités, celui que la science prend comme objet, et il y a le temps vécu, donc qui n'est pas le temps comme mesure, le temps vécu, celui qui correspond à notre conscience intime du temps qui passe. Voilà. L'exemple qui permet le mieux de comprendre le sens de cette distinction, c'est l'ennui. Quand vous avez le malheur de vous ennuyer devant un espèce de film expérimental français qui dure à peine plus d'une heure, mais que pourtant vous avez l'impression qu'il en dure 3, vous faites l'expérience de ce décalage irrémédiable entre le temps mathématique et scientifique, qui reste d'une régularité constante, et le temps réel et concret pour Bergson, qui est le temps vécu. Le temps vécu, comme étant long dans l'ennui, ne se superpose pas avec exactitude au temps mathématique qui reste invariable, et ne dépend pas de notre état psycho-affectif. Le temps devient très long parce que vous vous ennuyez, ou il devient très bref parce que vous écoutez une vidéo passionnante qui vous explique pourquoi et qui fait que vous ne sentez pas le temps passer, et ce décalage entre temps vécu et temps mathématique apparaît au grand jour si vous vous ennuyez. Ma vidéo dure presque une demi-heure, qu'importe, ce que je raconte est si intéressant que l'on dirait qu'elle ne dure qu'à peine 5 minutes, voyons. Blague à part, pour Bergson, s'il y a ce décalage-là, c'est précisément parce que le temps que nous prenons comme mesure quotidienne et qui rythme notre journée, celui qui apparaît sur les montres, les horloges, les ordinateurs, etc., n'est pas le temps. C'est la durée que nous vivons au-dedans de nous-mêmes, dans notre propre intériorité, qui est le temps réel en lui-même. C'est-à-dire débarrassé de toute médiation. Il est absolu, il est en soi, parce qu'il n'y a pas de médiation. Je rappelle que ce qui est relatif, c'est ce qui fait intervenir une relation. Là, si on parle du temps vraiment vécu, on est sur quelque chose qui est donc de l'ordre de l'absolu, qui n'est donc pas relatif. Et c'est pour ça que pour Bergson, c'est ça le temps concret, le temps réel. Vous voyez ? Il est débarrassé de toute médiation de l'espace, qui lui est étranger par nature. Cette idée célèbre de Bergson, on la retrouve au chapitre 2 de son essai sur les données immédiates de la conscience, intitulé « De la multiplicité de nos états de conscience, l'idée de durée ». Pourquoi Bergson prétend que le temps dit scientifique, relatif à des mesures, n'est pas le vrai temps pour commencer. Donc, pour que ça soit clair, je vais refaire quelques petits rappels sur les concepts principaux de sa philosophie, qui sont pour l'essentiel, si on ne devait en retenir que deux, l'intuition et l'intelligence. J'ai déjà fait une vidéo sur l'inconscient chez Bergson, où j'expliquais notamment le lien entre l'intuition et ce que Bergson nomme le moi profond, celui qui dure à travers le temps précisément, qui subsiste et qui se tient derrière les apparences sociales. Et bien au même titre que c'est par l'intuition qui est une saisie immédiate et désintéressée liée à l'introspection, que l'on peut éventuellement être attentif à soi-même ou à la singularité d'un état psycho-affectif, un état de conscience singulier vécu sur l'instant, c'est par l'intelligence que nous pouvons considérer l'espace en lui-même, du fait que l'intelligence soit liée à un but pragmatique pour Bergson. C'est par l'intelligence que nous établissons des mesures en procédant à une spatialisation, c'est-à-dire en schématisant ce qui nous entoure, en segmentant l'espace selon différents repères qui vont constituer des points fixes dans ce dernier et permettre des mesures. Par exemple, le mètre va constituer une mesure, un variable, élaborée par l'intelligence,
qui va ensuite servir d'étalon pour mesurer d'autres choses qui équivaudront à plusieurs mètres, et ainsi de suite. L'intelligence permet notamment l'abstraction, elle s'applique à la matière, et elle va spatialiser la matière, c'est-à-dire qu'elle va l'aménager en différents espaces. Et pour Bergson, donc, le temps n'est pas quelque chose d'abstrait ou que l'on peut abstraire, il est quelque chose de concret. Et ce qui est concret pour Bergson correspond à ce qui est vécu, au flux constant de la vie qui est en nous et qui dure, précisément. Si Bergson reconnaît à la science le mérite d'avoir considéré l'espace comme un tout homogène, constitué d'un ensemble d'objets qui coexistent, il estime que c'est une erreur de faire de même pour le temps, en considérant le temps selon les mêmes modalités que l'espace. En effet, dans l'espace, on peut séparer deux choses l'une de l'autre, on peut les analyser, les mesurer et les considérer comme des choses distinctes, mais avec le temps, ce n'est pas possible, et Kant a manqué la réelle nature du temps, d'après Bergson, en faisant un rapprochement entre temps et espace, dans la mesure où il n'est pas possible de schématiser ou de comparer deux états de conscience correspondant à un vécu singulier, tout comme on instaure des rapports entre différents éléments dans l'espace pour établir des mesures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? J'y viens. Le temps considéré comme mathématique, qui sert de mesure, n'est pas le vrai temps, car il n'est pas considéré séparément et distinctement par rapport à l'espace, qui repose sur des objets séparés les uns des autres, qui peuvent donc être étudiés de manière isolée. Or, notre propre conscience par laquelle nous appréhendons le temps, c'est un tout, davantage qu'une succession. Une succession laissant entendre qu'on peut séparer les différents éléments qui en sont constitutifs. C'est un flux continu où ont lieu différents états psycho-affectifs singuliers que l'on ne peut pas comparer les uns les autres et qui se situent dans un espèce de prolongement continuel. Vous passez pas, par exemple, d'un instant à l'autre, vraiment de manière absolument radicale, de la joie à la colère ou de la colère à la joie. En principe, il y a une petite progression, il y a une atténuation qui va petit à petit laisser place à un nouvel état. Mais à chaque fois, c'est quelque chose de singulier, vous voyez. De la même façon qu'un morceau de musique perdrait tout son sens si on se mettait à le décortiquer note par note. En tout cas, ça aurait peut-être du sens d'un point de vue spatialisant, d'un point de vue scientifique, mais pas du point de vue de l'appréciation du morceau de musique. Il perdrait ainsi sa fluidité. De la même façon, notre temps vécu, qu'est la durée, a lieu de façon permanente par le biais d'un flux d'états psycho-affectifs singuliers, qui se situent tous dans un prolongement. Voyez ? Donc les mesures qui résultent de la fréquence régulière entre chaque battement d'une aiguille, ou entre chaque retour d'un astre à sa position initiale, résulte d'un mouvement dans l'espace. La science a épuré l'espace de la durée en ne considérant que la régularité de la position d'une chose par rapport à une autre, mais c'est une erreur de plaquer des propriétés de l'espace sur la durée en considérant notre conscience sous l'angle d'une série d'états psychiques que l'on peut comparer les uns les autres, alors qu'ils sont tous nécessairement singulier, tout en formant un tout, paradoxalement. De la même façon, ça serait une erreur de considérer l'espace sous l'angle de la durée, puisque tout ce que l'on observe, ce sont des choses situées les unes par rapport aux autres, selon une certaine distance, mais cette mesure ne peut pas servir de mesure temporelle. L'intelligence a besoin de ce temps lié à l'espace, afin que nous ayons des repères en commun, pour nous organiser, mais ce n'est pas le vrai temps qui est celui que nous vivons. Pour préciser ce point essentiel, Bergson opère une distinction entre multiplicité quantitative, ou multiplicité de juxtaposition, et multiplicité qualitative, ou multiplicité de fusion. Bon, qu'est-ce que c'est que ce charabia? J'y viens. La multiplicité quantitative relève de la juxtaposition. Il s'agit de ce dont je parlais précédemment par rapport à l'espace.
Il y a de multiples choses qui sont séparées les unes des autres et qui sont examinées en termes de quantité, sans liaison les unes avec les autres. Elles peuvent être examinées distinctement et additionnées, juxtaposées. Par exemple, je mesure 1 mètre et je constate en comptabilisant 3 autres fois cette mesure que j'utilise comme étalon que ce que je mesure équivaut à 3 mètres. La multiplicité quantitative s'applique donc à l'espace et à ses propriétés, et elle a lieu lors du travail de l'intelligence, vous l'aurez compris. Maintenant, concernant la multiplicité qualitative, là c'est différent, puisque la qualité ne se mesure pas, elle se ressent, et elle est de l'ordre de l'intime. Il va s'agir d'une fusion dans la mesure où, comme je l'ai indiqué juste avant, tous nos états de conscience se situent dans un prolongement continu et dans une certaine permanence. C'est en ce sens que Bergson parle de durée, comme ce qui dure. Et il y a fusion entre nos différents états mentaux qui forment un tout. La norme qui va servir à mesurer la durée propre à un état de conscience va être l'intensité, qui correspondra donc à la qualité. Mais cette intensité restera toujours abstraite et relative si j'en parle. Par exemple, je peux dire que la durée de ce film par rapport à tel autre était moins longue et que je me suis moins enquiquiné en le regardant, indépendamment de sa durée, on va dire, invariable et mathématique, parce qu'il y avait plus d'action, par exemple. Mais en faisant ça, j'instaure un rapport de comparaison entre deux ressentis distincts et singuliers qui reposent sur la durée d'un film tel que je l'ai vécu par rapport à un autre. L'intensité de mon ennui, comme état affectif passager, ne peut pas faire l'objet d'une mesure quantifiable, sur laquelle on peut communiquer et s'entendre de la même façon qu'on parle de mètres ou de kilomètres. Vous voyez ? Même si je dis que ce film a paru durer 3 heures, alors qu'il n'en dure qu'une seule, je fais encore intervenir une mesure abstraite qui tient plus du symbole que de la durée vécue. Le 3 heures que j'évoque ici ne fait que représenter de façon artificielle l'intensité de mon ennui, mais cet ennui reste de l'ordre de l'intensité vécue intimement, et non de la quantité. Vous voyez, on ne mesure pas nos états mentaux avec un critère pouvant servir de base scientifique. Ils sont plus ou moins intenses, mais ils ne peuvent pas faire l'objet de mesures sur lesquelles on peut s'entendre et communiquer. Or, c'est dans le temps vécu qu'est la durée pour Bergson, que l'on peut parler de temps réel et concret, puisque c'est le rapport premier que l'on a au temps qui passe et que l'on sent passer, mais surtout, il s'agit du temps sans intervention de la moindre forme de spatialisation, sans régularité liée à un intervalle compris entre deux mouvements qui ont lieu dans l'espace. On comprend donc que la définition bergsonienne du temps est une définition à la fois intuitive et affective du temps qui repose sur la conscience que nous en avons puisque les mesures mathématiques ne sont que des mesures liées au mouvement et non au temps lui-même qui ne peut se quantifier puisqu'on en a une appréciation qualitative avant tout et qui repose, comme je l'ai expliqué, sur l'intensité de nos états psycho-affectifs nous amenant à trouver le temps plus ou moins long. Toutefois, là où la définition de Bergson devient encore plus difficile à saisir, en espérant que ce que j'ai dit jusqu'à présent soit assez simple à comprendre, c'est en précisant que le temps est lié à l'élan vital qui est en nous, puisque Bergson est un penseur vitaliste, comme je l'avais déjà expliqué dans les autres vidéos que je lui ai consacrées. Bergson conçoit donc la vie qui est en nous comme la source de tous nos états psycho-affectifs, puisque c'est en fonction de nos propres désirs que nous ressentons plus ou moins le temps vécu comme long, ou que nous le sentons tout simplement lorsqu'il ne passe pas, vous voyez. Lorsque le temps ne passe pas, bah là, il se manifeste drôlement à nous, hein, vous voyez. Il y a un exemple que prend Bergson toujours dans son essai sur les données immédiates de la conscience. Cet exemple est présent dans l'extrait que j'ai choisi de vous lire à présent. Donc je cite « Si je veux me préparer un verre d'eau sucrée, j'ai beau faire, je dois attendre que le sucre fonde. Ce petit fait est gros d'enseignement,
car le temps que j'ai à attendre n'est plus ce temps mathématique qui s'appliquerait aussi bien le long de l'histoire entière du monde matériel, lors même qu'elle serait étalée tout d'un coup dans l'espace. Il coïncide avec mon impatience, c'est-à-dire avec une certaine portion de ma durée à moi qui n'est pas allongeable ni rétrécissable à volonté. Ce n'est plus du pensé, c'est du vécu. Fin de citation. On notera en passant la bizarrerie qu'il y a à vouloir boire de l'eau avec un sucre fondu dedans. À mon avis, une bonne bouteille de limonade, c'est bien meilleur et ça fait largement l'affaire, mais bon, passons. Ce qui est intéressant, c'est que Bergson montre qu'il y a un rapport intime entre la durée et la tension liée à la vie qui est en nous et qui nous pousse à faire certaines choses. La durée devenant particulièrement longue, indépendamment de notre volonté, lorsque nous sommes dans l'attente de l'obtention d'un but. Il y a donc un rapport direct entre conscience, mémoire et durée, puisque c'est par la mémoire que nous conservons le passé, notamment le passé immédiat dans le présent, et que notre conscience du temps est assimilable à un tout que l'on ne peut diviser comme je l'indiquais auparavant. C'est pour cela que l'on ne peut assimiler la durée à des intervalles et à de l'espace. Ce qui est étonnant et que beaucoup de gens ont du mal à comprendre avec la durée chez Bergson, c'est qu'il en fait un principe métaphysique qui ne se limite pas à un produit du cerveau ou au cerveau lui-même. Il y a durée dès lors qu'il y a vie ou conscience. La durée engage tout être qui est poussé à subsister et à tendre vers quelque chose. Nous sommes tous amenés à durer, puisque vivre c'est durer, mais nous sommes tous soumis à une multiplicité de rythmes singuliers propres à cette durée qui nous caractérise. C'est comme cela que Bergson explique que nous sentons le temps passer de manière différente selon qui nous sommes et ce que nous faisons. Si on est en train d'attendre que le sucre termine de fondre dans l'exemple de Bergson précédemment, avant même de penser quoi que ce soit à propos du temps, ce qu'il y a de premier, c'est le vécu. C'est pas la pensée, c'est le vécu du temps qui est long, puisqu'on attend quelque chose. En fait, il y a cette conscience intime du temps qui constitue notre vécu, qui est la durée, et qui est soumise à une tension plus ou moins intense liée à l'état psycho-affectif que nous vivons. Et cet état est soumis à une multitude de rythmes particuliers que l'on peut définir comme la façon dont cette durée se manifeste en nous. Comme étant plus ou moins longue notamment, il s'agit d'un degré de tension de la conscience. En bref, chacun son rythme, mais nous sommes tous amenés à durer, car nous vivons, et vivre, ce n'est pas penser par des mesures artificielles ou des étiquettes, mais ressentir les choses qui nous arrivent, toujours de manière singulière. Toutefois, il y a un contresens possible, en tout cas une vision réductrice de Bergson, qu'il faut éviter d'avoir, c'est de penser que Bergson n'accorde aucune importance au temps mathématique ou physique étudié par la science, sous prétexte qu'il ne serait pas le véritable temps et reposerait sur l'étude du mouvement au sein de l'espace. Pour Bergson, même si la durée est le temps véritable, ce temps qui correspond toujours à un vécu intime, ne permet pas à la vie de se déployer et de se développer, en particulier dès lors que nous sommes amenés à vivre en société. En effet, il y a une autre forme de temps selon Bergson qu'il ne faut donc pas oublier en cours d'analyse, et qui est le temps social. Le temps social résulte, lui, du travail, non pas de l'intuition, puisque comme je l'ai expliqué, c'est par elle que l'on peut saisir la durée qui est en nous, mais de l'intelligence qui décompose le temps physique et mathématique en créneaux horaires, afin de s'organiser collectivement en société et d'aménager le temps que nous partageons en communauté pour nous consacrer à nos activités. C'est ce qui donne lieu notamment aux emplois du temps. Emplois du temps qui rythment notre quotidien, bien sûr. La durée, qui je le rappelle est un flux permanent, est rendue immobile de façon artificielle par l'intelligence, avec des repères temporels schématiques, par exemple, de 8h à 9h ou de 14h à 15h. Et puis, dans cet espace que je dessine sur un papier, je peux mettre ce que je veux, je dois faire ci, je dois faire ça, afin de pouvoir nous organiser entre nous et de mener à bien nos activités quotidiennes. Faut-il en déduire que nous ne considérons pas le temps de manière utile et concrète si nous le considérons simplement sous l'angle du vécu et si nous refusons
si on se refuse à le voir comme un ensemble de déterminations propres à une période donnée qui va nous servir à nous organiser. Est-ce que le temps, plutôt que d'être une variation intime d'une durée qui nous caractérise, ne serait pas plutôt davantage un ensemble de circonstances relatives à un contexte social qui nous amène à organiser notre existence de façon particulière? Le temps est-il, plutôt qu'une variation continuelle de nos états de conscience, un aménagement de possibilités propre à un contexte social et historique avec lequel il nous faut composer? C'est ce que l'on verra la prochaine fois en faisant évoluer encore une fois notre conception du temps par rapport à l'existence même, notamment quotidienne, qui suppose une activité de notre part. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou vous aura été utile et que je suis parvenu à rester aussi clair que possible, Bergson étant de mon point de vue un auteur redoutable en termes de difficulté. J'espère pouvoir sortir la prochaine vidéo dans pas trop longtemps. Organiser son temps de manière efficace quand on a beaucoup de travail n'étant pas chose aisée. Je vous souhaite en attendant une bonne journée ou soirée et merci encore d'être toujours plus nombreux à me suivre et à m'encourager. À bientôt!